Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. Ah, je ne pensais pas que j'allais le refaire celui-là. Dans votre émission, votre projet pour La Réunion, on va parler de la femme réunionnaise. On va parler avec Rudy Joux. Bonsoir. Bonsoir Gismi. Je disais la dernière fois avec Rudy Joux, je disais que là, quand on regarde l'évolution de la femme dans la société réunionnaise, ça, malheureusement, c'est un peu comme dans toute l'histoire du monde. La femme a toujours été et quand on regarde en fonction des, j'allais dire, des catégories sociales, là où la femme doit être là pour faire, j'allais dire, plante, pour aller faire pot de fleurs, et là où la femme travaille dans un milieu social où il n'y a pas d'argent, la femme doit aller au champ, doit travailler, s'occupe des enfants. Quand on est issu de cette histoire, comment Rudy Joux regarde aujourd'hui cette société réunionnaise et la place de la femme dans cette société réunionnaise? La place de la femme dans la société réunionnaise reste une place encore très compliquée à trouver finalement. On parle de la place, mais quelle est notre place? C'est toute la question que se pose une génération, un peu cette question identitaire à l'instar de qu'est-ce qu'un Réunionnais, qui est Réunionnais, donc de la même manière, qui est la femme réunionnaise. Donc on a effectivement cette histoire de devoir aller travailler au champ, mais en même temps d'être sous la coupe toujours, même si on travaille, on est quand même sous la coupe d'un homme, voilà, du mari. Et quand on revient du champ, on est tenu de tenir la maison, de gérer les enfants. Et donc, c'est quelque chose qui reste là en nous, quelle que soit l'époque, finalement. Quelle que soit l'époque, quelle que soit la civilisation, quel que soit le continent, la femme garde cette posture d'accompagner l'homme, de s'occuper de la maison, de s'occuper des enfants. L'homme va au travail, mais à La Réunion, le paradoxe fait que la femme vient aussi bien d'Asie, d'Afrique, Madagascar, d'Europe, et on voit bien la difficulté d'être une femme déjà et de ne pas, malgré tout, sortir du rang, ne pas créer de problèmes, et ne serait-ce que dans l'histoire politique, quand on regarde, on ne peut pas dire que les femmes ont facilement fait leur place. Alors, certaines vont se satisfaire d'une évolution favorable en faveur de la femme en politique, puisqu'on a quand même plusieurs figures féminines politiques sur l'île. Ce qui peut être encore regrettable peut-être, c'est de devoir toujours en faire plus. Donc, quand bien même ces femmes parviennent à avoir cette place, il faut se justifier toujours un peu plus que pour l'homme. Je vais prendre un exemple qui va sans doute surprendre Rudy Joux. Dans sa relation avec son compagnon, son mari, il y a des moments arrivent où le conjoint montre un visage qui surprend la femme. Oui, qui surprend, alors qui peut surprendre positivement comme négativement. Oui. Ça peut peut-être être fonction des circonstances et du temps. Alors j'ai la chance, moi en tout cas, d'avoir eu la bonne surprise d'avoir un homme particulièrement favorable à mes différents engagements, qu'ils soient politiques, associatifs ou professionnels, à l'écoute, et un homme qui finalement se met un petit peu en retrait. Et c'est vrai que ça lui coûte autant que ça peut me coûter à moi de devoir dire bon, dans ce que je vais engager, je vais devoir mettre peut-être un petit peu entre parenthèses ou accorder un peu moins de temps pour telle ou telle tâche familiale. En même temps, ça coûte aussi à mon conjoint de me laisser faire et de m'accompagner. C'est pas que de me laisser faire, c'est aussi de m'accompagner. Parce que certains hommes peuvent très bien se dire « bon, ben, fais ça qu'on veut ». Mais derrière ça, c'est pas que le fait ça qu'on veut, c'est aussi d'avoir un petit peu l'aval et l'accompagnement de son conjoint. Et partager quelque chose aussi. Parce que ça renforce les liens de partager un combat, que l'homme accompagne sa femme, parce que généralement, c'est la femme qui accompagne l'homme. On le voit dans les postures politiques, lorsqu'on le président de la République est
est validé à son poste, sa femme est là à côté. Bien sûr. Mais l'inverse... c'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement Et on ne le voit pas nécessairement. Ouais. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, j'y tiens. Je tiens vraiment à associer mon conjoint. Alors, évidemment, on ne voit pas son visage systématiquement, mais je tiens vraiment à prouver que l'engagement d'une femme, c'est l'engagement d'une famille aussi. Tout à fait. Je vais juste faire un clin d'œil à une femme qui a marqué l'histoire de France, parce qu'en 1975, c'est elle qui a fait voter la loi en faveur de l'avortement. C'est Simone Veil, et parce que son mari a toujours été présent. Et quand elle est rentrée au Panthéon, c'est un paradoxe, mais le mari est également rentré au Panthéon pour montrer à quel point il a été présent à côté d'elle. C'est un très bel exemple, effectivement, parce que on a parfois l'impression de devoir tout cloisonner. Et certaines femmes en politique ont parfois peut-être peur d'afficher ou d'engager son conjoint, sa famille. Pourtant, cet engagement prend plus de 80% du temps de notre vie. Donc, de devoir cloisonner, c'est un petit peu aussi abandonner. Donc, de faire avec et d'être accompagné par son époux, ses enfants même aussi, parce que ce n'est pas toujours évident non plus pour les enfants. Et cet exemple de Simone Veil est extraordinaire parce que c'est une équipe, c'est un binôme, c'est une famille qui s'engage. Et dans notre société, que ce soit au-delà de la politique, même dans la vie associative ou tout ce qu'on fait de manière générale, d'être avec la personne qui partage sa vie, c'est très important. Et là aussi, juste un clin d'œil à Jean-Paul Sartre et à sa compagne russe. Il y avait vraiment entre ces deux-là Jean-Paul Sartre respectait sa partenaire, parce que c'était aussi une femme qui est une écrivaine. Mais on voit, et c'est là que quand je regarde l'histoire, c'est ce respect qu'ils avaient l'un pour l'autre et de s'accompagner, d'avancer ensemble, ou comme Pierre et Marie Curie. Et dans l'histoire, on a plus retenu Marie Curie pour le radium, mais ça montre, il y a des hommes qui ont été qui ont accompagné leurs femmes, qui ont partagé avec leurs femmes, et ça montre qu'il y a des exemples et que parfois ça marche. Et plus proche de moi, comme exemple, et celui qui a un peu fait office de mentor dans ma vie politique notamment, eh ben, j'ai Jean-Claude Fruteau et son épouse, Marinette, et leur famille, leur fille. Jean-Claude était un homme politique qui était toujours en compagnie de son épouse. Donc, ils faisaient ses courses ensemble, enfin, ils faisaient leurs courses ensemble. Quand il y avait des représentations, des dîners, ils venaient ensemble. Et c'est vrai que j'ai cette image d'un Jean-Claude Fruteau, député maire, mais j'ai aussi l'image de son épouse. Et tout Saint-Benoît connaît, et toute la Réunion qui a pu connaître Jean-Claude Fruteau connaissait aussi l'épouse. Donc, d'une génération à l'autre, on a, que ce soit finalement homme ou femme, des figures comme ça qui aiment afficher le fait qu'on n'est pas seul et on ne le fait pas seul. Les engagements ne peuvent pas être menés, les combats ne peuvent pas être menés tout seuls. Ce serait faux de devoir le faire croire. Non seulement ce serait faux de le faire croire, mais je veux dire, un homme qui se retrouve tout seul à gérer sa case, ses enfants, son travail et sa carrière politique, aura du mal à s'en sortir. Tous les hommes politiques que je connais, tout le monde a une femme à la maison, et souvent cette femme est à la maison et s'occupe de logistique. Elle a toute cette importance-là, effectivement, de s'occuper de ce que l'homme ne peut pas, que l'homme ne peut pas s'occuper, oui, effectivement. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui font leur carrière politique, et de savoir qu'il y a quand même un homme à la maison. C'est rassurant. C'est rassurant. Ouais. Oui, c'est rassurant, et puis c'est une réalité, parce que les femmes ont tendance à vouloir, les femmes combatives ont tendance à vouloir mener tout de front, et je le disais tout à l'heure, elles ont aussi parfois la sensation de devoir se justifier aux yeux de la société, aux yeux des amis, de la famille, et de répondre à cette sempiternelle question: mais pourquoi tu fais ça? Tu ferais mieux de t'occuper de tes enfants, occupe-toi d'abord de ta famille avant de vouloir t'occuper des autres. Et ben, de se dire qu'on est deux, ça permet d'atténuer un petit peu tout ça. Il y a une chose aussi qui change, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'homme a moins peur de la femme.
Alors, est-ce que c'est une peur? Certainement, il y a certainement de la peur dans tout ça. Je regardais récemment un reportage qui était tourné dans les années 1970 et c'était un interview de femmes et on leur posait la question est-ce que ça vous choque que d'autres femmes travaillent, etc. Et certaines femmes On dit oui. ont dit oui. Bien sûr. Certaines femmes ont dit oui. Elles ont été éduquées comme ça. Elles ont été éduquées exact. et puis c'est dans les gènes. Tout à en fait. Et quelque part, j'ai envie de dire que je ne rejette pas, moi, aucunement, le fait d'avoir ce qu'on appelle cette part de féminité, donc cette part de fragilité propre à la nature de la femme, mais cette part de force qui va avec cette fragilité, puisqu'on a la force d'enfanter, ce que les hommes ne connaîtront jamais, par exemple. Donc, cette spécificité... C'est une belle chanson de Renaud, je crois, quand il parlait de En cloque. C'est le titre de la chanson, En cloque. Oui. Et il disait cette phrase à la fin de la chanson, « Même si je deviens pédé comme un phoque, moi, je ne serai jamais en cloque. » Tout à fait. Et ça veut tout dire. Parce que c'est quand même quelque chose de propre à la femme et de spécifique et qui fait, je pense, toute sa force. Donc, je pense que d'être complète, pour qu'une femme soit complète, c'est accepter cette spécificité féminine, comme l'homme doit accepter aussi sa spécificité. Et là où on verrait des faiblesses, il y a une force qui va avec. En fait, c'est la façon de voir, je crois, qui fait que, est-ce que c'est une force ou une faiblesse? C'est en fonction du regard qu'on porte à ce moment-là. Quand on parle de spécificité, l'homme ne peut pas enfanter. La femme peut. Donc, c'est deux spécificités différentes. Mais on a toujours, dans ce monde, on a toujours opposé le sexe féminin au sexe masculin et réciproquement. Parce qu'il fallait manipuler la population. Et donc, pour ça, on crée bien sûr le désordre pour que la population ne se ligue pas contre le pouvoir. Tout à fait. Et on a politisé une question finalement très personnelle. Quel est le regard qu'on porte soi d'abord sur sa féminité ou sa masculinité? C'est vrai que j'aime, moi, par exemple, faire des petits plats le dimanche pour ma famille, pour mon mari. J'aime me sentir un peu fragile, femme. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que dans de grandes luttes, parce qu'il y a eu des combats très légitimes à mener. Les femmes ont mené le combat, les femmes russes ont mené la révolte contre la guerre, entre autres. On voit bien que les femmes ont une place quand même importante. Et l'homme a toujours essayé de réduire cette place. L'homme et certaines autres femmes aussi. C'est une société dans sa globalité. Il y a effectivement le regard de l'homme, le mâle alpha, un petit peu. Et puis, il y a aussi le regard des autres femmes autour de celles qui pourraient avoir un peu plus de combativité ou de volonté d'aller de l'avant. Donc, c'est un tout. On n'a pas à lutter que contre l'homme. Et le regard de l'homme, quand on engage des combats, on a aussi parfois à lutter contre certaines femmes également. Et c'est vrai que l'homme, de manière générale, il ne faut pas le voir comme l'ennemi ou comme... Justement, c'est cette approche-là, aujourd'hui, quand on regarde, qui est différente. Si on regarde la population en Chine aujourd'hui, les trentenaires célibataires, surtout les femmes, en Inde, l'enfant unique a fait que tout le monde... Non, en Chine, l'enfant unique a fait qu'on a voulu un garçon. En Inde, les femmes tuent les filles qui naissent en premier pour avoir un garçon, jusqu'à ce que le garçon arrive. Sur ces territoires où on voulait des garçons, on a fait un peu disparaître les filles. Et on voit aujourd'hui le problème que ça pose. Parce que ces garçons, il faut bien les marier à quelqu'un. Surtout sur ces territoires-là. Et on se marie le plus souvent avec des filles, pas avec des mêmes sexes. Donc, ça, on voit le déséquilibre. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, quand on regarde, l'équation n'est pas posée sur le sexe. La question est posée toujours sur le rang social. Alors effectivement, si on ajoute au sexe le rang social, on complexifie la situation, on est bien d'accord. Et à La Réunion, on a vécu ça aussi. Il y a des familles qui ne voulaient pas que leur enfant épouse quelqu'un d'une autre communauté et surtout pauvre. Oui, effectivement. Alors je voulais aller au bout de ma question. C'est pour ça que ça a réduit, j'allais dire, la place de la femme dans la société mondiale, internationale, parce que c'est la femme qui a porté la dot à chaque fois.
Voilà, C'est la femme qui devait à chaque fois amener la dot, préparer le bagage, tout ce que pour la maison. La femme avait un rôle, encore une fois, réduit à la maison. Sa valeur aussi était réduite, puisqu'elle devait apporter un plus que le simple fait d'être une femme. Voilà. Donc, on voit bien que, j'allais dire, même dans notre société réunionnaise, on a hérité de ces traditions-là. Et c'est pour ça que la femme ça n'a pas été simple pour la femme de s'imposer. Et quand on regarde la place de certaines femmes dans les partis politiques, quand elles ouvraient trop leur bouche... C'était compliqué et ça peut le rester. Ça peut rester compliqué. Oh, ça l'est encore pour certaines, il n'y a pas de problème. Justement, Ruth Dijoux, elle déjà dans la politique, comment une femme, aujourd'hui à La Réunion, et surtout Ruth Dijoux, elle vit sa passion politique? Alors, un combat politique est un combat particulièrement difficile à mener, qu'on soit un homme ou une femme. Encore plus, je pense, lorsqu'on est une femme, surtout à La Réunion, puisque c'est depuis quelques années finalement, qu'on arrive à avoir des femmes élues, des maires, etc. Personnellement, je me concentre sur un objectif. Mon objectif est d'apporter quelque chose à mon pays, à ma Réunion, à ma municipalité, à ma ville. Quand on se concentre sur un objectif, on en oublie toutes les contraintes qui sont autour. D'accord. Voilà. On essaye vraiment de regarder le positif. Oui, parce que c'est un exercice qui n'est pas simple, attention, mais c'est un exercice qui permet de ne pas se décourager ou de ne pas douter ou de ne pas se disperser. Parce que si on en oublie l'objectif, qui est, en l'occurrence pour ma part, de proposer un projet en fonction des compétences que j'ai pour la population qui m'entoure, si on ne se concentre pas là-dessus, on a vite fait justement de s'interroger sur toutes les questions qui se posent autour. Et là, on se perd. Et oui, et ce qui est, encore une fois, comme je le dis, quand on fait une stratégie, un plan ou une stratégie pour aller en politique, il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel. Parce que si on prend tout ce qui est accessoire, on ne fait pas de politique. On n'arrivera pas de toute façon. On n'y arrive pas. Si on va se concentrer sur tous les problèmes, de tous les petits problèmes des uns et des autres, on ne fera jamais un projet politique pour l'ensemble. Tout à fait. Ouais. Et parce que vous savez, on a plus de personnes qui ont tendance à vous décourager ou à vous faire dire ou croire que vous n'êtes pas à votre juste place, que vous n'avez pas la juste compétence, que ce n'est pas le bon timing, plutôt que de vous dire que ce qui est fait est bien. Et l'avantage aussi là, c'est que la femme, elle a quelque chose que l'homme n'a pas forcément. La planification, c'est quelque chose qui est plus féminine que masculine. Alors, je ne sais pas si... Je pense qu'elle est plus féminine que masculine. Il y a une réalité qui est que j'ai une sorte de psychorigidité organisationnelle, c'est sûr, et ce qui permet effectivement de se repérer rapidement sur l'objectif à mener et avoir un plan à long terme. C'est une force. On se bat. Alors, je le dis souvent à mes équipes, on n'a pas tous les mêmes armes. Alors, il faut se battre avec les armes qu'on a. Et on a toujours tendance à vouloir... C'est quelque chose... Il y a quelqu'un qui disait... un terme pour dire... mes armes sont petites, mais je préfère utiliser mes armes. Tout à fait. Parce qu'on en a la maîtrise. On a la maîtrise de ses armes. On n'aura jamais la maîtrise des armes des autres. Même s'ils sont plus puissants. Même s'ils sont plus puissants. Et plusieurs petites armes peuvent être plus puissantes qu'une grosse arme. Et ça, pourquoi je suis venu sur cette posture-là? Parce que la femme, sur cette posture-là, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais les femmes d'avant étaient vraiment très compétentes et très performantes en utilisant leurs armes. C'est un héritage. Ouais. Et c'est quelque chose que j'aimerais transmettre et que je transmets au quotidien à mes équipes, à ma fille d'abord, à mes équipes, soit professionnelles, associatives ou politiques. Effectivement, il faut... l'histoire nous enseigne beaucoup. On doit construire, je le dis tout le temps, on doit construire l'avenir avec l'histoire. Et c'est vrai que la force de nos femmes historiques était celle-ci, de se battre avec leurs petites armes. Et beaucoup sont allés très loin, finalement. Tout à fait.
Et c'est ça. Et c'est pour ça que la question, on dit toujours, le passé appartient au passé. Le passé est un présent, est un cadeau d'aujourd'hui que l'être humain et que la femme surtout peut vraiment utiliser pour continuer à avancer. Parce que, je veux dire, à l'instar de Rosa Parks, elle n'a pas fait grand-chose, Rosa Parks. Elle est juste restée assise dans le bus. Il y a pas... Mais ça a suffi pour déclencher. Tout à fait. Et c'est là, ce qu'elle a déclenché, c'est qu'elle a montré aux Blancs, qui avaient les transports, que tout l'argent qui venait des Noirs était plus important que l'argent qui venait des Blancs. Et ils ont tous baissé la tête et ils ont accepté que les Noirs s'assoient là où ils veulent. C'est pour ça que je disais que parfois, il ne faut pas des choses extraordinaires. Exactement. Il faut juste une conviction. Une conviction. Les victoires sont souvent là où on ne les attend pas. Et elles se cachent parfois dans juste un comportement, un petit geste, une attitude qui peut déterminer tout le destin d'une nation, d'un pays, d'un peuple. Donc on s'arrête souvent au résultat visible, mais un résultat, c'est vraiment le fruit de tout un parcours où des circonstances peut-être invisibles ont permis de faire basculer les choses. Ça va être ma dernière question, Ruth Dijoux. Donc cela implique deux choses, la patience et la confiance en soi. Tout à fait. C'est exactement ça. La patience, la persévérance, ça va avec. Et la confiance, l'estime de soi. L'estime de soi. S'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. D'accord. Ça, c'est la question qu'on posera le mois prochain. Pourquoi le Réunionnais de manière générale, la Réunionnaise également, pourquoi on a si peu estime de nous-mêmes? Nous, Réunionnais, pourquoi on ne s'aime pas? J'ai hâte d'y revenir. On se voit dans un mois. Merci Ruth Dijoux. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.